Et donc, si vous voulez, en termes de refus d'accepter les élections et en termes de censure et de manque de liberté de parole, je ne vois pas en quoi les États-Unis ont de quoi être fiers aujourd'hui. Alors, Andy Yallos vous répond. Est-ce que les Américains sont bien placés pour donner des leçons aux Européens? Bien sûr, parce que les Européens et aussi l'administration Biden ont censuré pendant 4 ans tous les camps de M. Trump et tous les électeurs pendant cette période. Ils ont laissé des personnes pendant des années en prison sans procès par rapport au 6 janvier. Ils ont également ils ont interféré dans les élections et vient d'enlever toutes les autorisations accès aux sécurités nationales aux 51 membres des services de renseignement parce qu'ils ont interféré dans les élections. Ils étaient reconnus que tout ce qui était, ils ont dit que les portables, ordinateurs portables de le jeune Biden n'étaient pas vrais, que c'était une désinformation de la part des Russes et ça s'appelait être une fausse information, c'était délibéré et M. Blinken était à la charge de cette opération. Donc aujourd'hui, on voit l'Europe utiliser encore, c'est l'ingérence dans les affaires nationales comme en Roumanie, c'était clair. Justement, vous n'avez pas répondu. Vous parlez d'ingérence. Vous m'avez pas répondu. Vous êtes tous coupables de ne pas répondre aux déclarations de M. Berton et disons qu'il a eu raison d'interférer dans les élections roumaines. On va pas refaire l'affaire Thierry Breton a dit qu'on a fait annuler des élections parce qu'il y a... L'Amérique contre l'Europe, une guerre idéologique qui bouleverse l'Occident. L'Occident traverse une crise majeure. Pendant des décennies, l'Amérique et l'Europe étaient unies par des valeurs communes. Démocratie, liberté d'expression, leadership mondial. Mais aujourd'hui, cette alliance vole en éclats. Donald Trump et son administration accusent l'Europe d'avoir trahi ses principes fondamentaux. Selon J.D. Vance, vice-président américain, l'Europe est devenue un espace de censure, où la liberté d'expression est menacée, où les élites politiques imposent une pensée unique et où les valeurs traditionnelles sont abandonnées. De l'autre côté, l'Europe riposte. Elle accuse les États-Unis de Trump de vouloir imposer un modèle ultra-conservateur, de manipuler les débats pour affaiblir le projet européen et de semer la division. Qui a raison? L'Europe a-t-elle réellement abandonné ses valeurs, ou est-ce une simple manœuvre politique américaine? Sommes-nous face à un divorce irréversible entre ces deux puissances? Ce conflit va-t-il redéfinir l'équilibre mondial? Et quel sera son impact sur le reste du monde? Une chose est sûre, cette guerre idéologique est plus profonde qu'on ne le pense. C'est un tournant historique, et aujourd'hui, nous allons le décrypter. Nous rejoint. Bonsoir, vous êtes président de Republicans Overseas France et Monde. Vous êtes donc un pro-Poutine, hein, vous êtes un républicain. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Pro-Trump. Mais oui. Je fais souvent le lapsus. Pardonnez-moi. C'était pro-Trump, évidemment. Ils se rapprochent tellement tous les deux. Vous aurez parfaitement, évidemment, rectifié et traduit en plateau. C'était un réquisitoire au vitriol, hein, un réquisitoire contre les valeurs perdues de l'Europe. Est-ce que c'est une guerre idéologique que les Américains nous déclarent, enfin que la Maison-Blanche nous déclare, en disant, voilà, il y a une guerre de civilisation, nous les Américains, nous défendons les valeurs de la famille, les valeurs fondamentales, et pas vous, Européens? J'estime qu'aujourd'hui, il voulait donner sa vision du monde et que aujourd'hui les Européens ont décidé qu'ils sont pas d'accord avec la vision de l'Amérique et qu'ils sont là aussi pour laisser ouvert la liberté d'expression à travers les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui on voit que les autorités européennes emploient l'usage de la désinformation comme moyen d'empêcher la liberté d'expression, que ce soit pour les catholiques, pour ceux qui sont de droite, etc. Et on imite certaines voix au sein de l'Union européenne et c'est cela qu'il a critiqué. Aujourd'hui, j'estime que le vice-président Vance a envoyé un message à ses homologues européens pour leur dire attention, il y a une autre vision et aussi il faut être ouvert à cette autre vision. Il a certainement aussi parlé de l'interférence dans l'élection
roumaine, et ça c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire annuler les élections, et même Monsieur Thierry Breton a dit que grâce à notre intervention, on a fait annuler les élections en Roumanie, et si besoin, on le fera en Allemagne. Donc, vous pouvez voir comment cela est consternant, et que cela fait craindre la disparition progressive de la liberté d'expression et l'interférence des autorités européennes dans les élections libres de nos démocraties. Randy Yalloz, concrètement, expliquez-nous en quoi les Européens limitent, censurent la liberté de parole. Vous avez la parole, tous les courants ont la parole. En revanche, il y a une maîtrise, évidemment, de la parole. Si c'est une parole haineuse, si c'est une parole raciste, et c'est ce qu'a toujours dit Thierry Breton. Madame, vous catégorisez tout ce qui est communication qui est non conforme avec les dogmes européens et les normes européennes comme discours de haine. Excusez-moi, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec la ligne de la bien-pensance, cette ligne est censurée. Comme on voit en Roumanie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des publicités en ligne qui étaient achetées via les réseaux sociaux pour quelques centaines de milliers d'euros. Et ils ont dit que cela constitue une interférence. Ils ont annulé les élections pour cela. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, dans tous les sens, même les autorités européennes, pour passer leur politique verte, achètent de l'espace et de l'influence sur les réseaux sociaux pour passer leur politique verte. Donc, vous n'allez pas me dire que quand vous avez votre projet européen, et c'est au niveau national également, que ceux qui ne correspondent pas à votre projet sont censurés. C'est arrivé et de répétitions pendant les Covid, c'était la même chose. C'est ceux qui n'étaient pas d'accord avec le vaccin étaient automatiquement censurés. On a entendu la parole des gens qui étaient anti-vaccins. On a été obligé, évidemment, de remettre, si je puis dire, l'église au milieu du village et de dire à ceux qui proféraient des fake news, des fausses informations, de rétablir la vérité. On n'allait pas laisser les gens dire que les vaccins entraînent des maladies sans aucune preuve. On censuré l'origine des c'est consternant. En disant c'est venu pas descendre à Wuhan. Randy Yalloz, vous restez avec nous. On distribue aussi la parole en plateau. Je vois Dominique Simonet, Samantha de Bernern. Allez-y, Dominique Simonet. Oui, ça m'a fait un peu bouillir. Bon, le président des Républicains overseas est dans son rôle puisqu'il reprend le discours de Trump et le narratif de Trump qu'on connaît, c'est-à-dire fondé sur des fake news, fondé sur une inversion du réel en permanence. La leçon de J.D. Vance à Munich, qui fait la leçon aux pays européens, qui parle de démocratie et de liberté, c'est la voix d'une administration qui est en train de détruire les institutions et de détruire les contre-pouvoirs, qui poursuit les opposants politiques, qui gracie les émeutiers du 6 janvier, qui poursuit les juges et qui bannit les journalistes. Donc la leçon de démocratie, elle est un peu dure à avaler, mais c'est vrai qu'on est habitué à cela avec Trump. C'est cette inversion des faits, cette inversion du réel. Et derrière cela, il y a quelque chose de fondamental et de plus important. Vous parliez de guerre idéologique, mais c'est vrai qu'il y a deux manières de voir les choses, parce que J.D. Vance parle de démocratie sans arrêt, démocratie, liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui, la démocratie? La démocratie, ça veut dire la légitimité du peuple. C'est vrai, Donald Trump et J.D. Vance ont été élus de manière légitime, avec la majorité des voix, c'est incontestable, et c'est l'expression de la majorité du peuple américain. Mais la démocratie, c'est pas que cela. La démocratie, c'est l'état de droit aussi. Et l'état de droit, c'est-à-dire qu'on respecte les principes, on respecte les valeurs, on respecte les lois, on respecte les institutions. Ce que ne fait pas en ce moment l'administration Trump. Donc recevoir des leçons d'une administration qui effectivement fait l'inverse de ce qu'elle prétend dire, mais j'en termine par là, c'est vraiment deux idéologies. On voit d'ailleurs, alors on peut le résumer comme l'a fait d'ailleurs un peu Emmanuel Macron, entre un monde populiste et puis un monde plus démocratique, social, des social-démocraties. Ça se résume peut-être à cela, mais c'est vrai qu'il y a ce que nous promet J.D. Vance et propage, c'est un modèle
démocratique peut-être au sens où il y a la légitimité du peuple, mais un modèle autoritaire, ce que ne sont pas les pays de l'Europe de l'Ouest. Samantha de Bendern, avant de revenir aussi vers Randy Yalouz. J'aimerais peut-être avoir la réaction de notre invité sur certaines choses qui se passent aujourd'hui aux États-Unis par rapport justement à la liberté d'expression. Vous savez sans doute que maintenant l'agence de presse Associated Press a été bannie de la Maison-Blanche et de la base de Air Force One parce qu'il refuse d'appeler le golfe du Mexique golfe de l'Amérique, alors que si vous voulez, légalement dans le monde, ça reste le golfe du Mexique. Est-ce que c'est pas une forme de censure? Dans les départements, sur les sites internet maintenant du gouvernement américain, il est interdit de parler du réchauffement climatique, il est interdit de mentionner LGBT. Ça aussi, c'est une forme de censure. Je suis désolée, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et surtout, je voudrais aussi vous rappeler que ce qui s'est passé en Roumanie, c'était après une enquête de l'Union européenne sur l'ingérence russe dans les élections. Et puis quant aux élections maintenant, quant aux États-Unis, tous ceux qui étaient impliqués dans les poursuites pénales contre les auteurs du 6 janvier se voient maintenant déchus de leurs fonctions. Et en plus, excusez-moi, mais le 6 janvier, c'était un refus d'accepter le résultat d'une élection. C'était un refus qui a été accompagné de violence qui n'a pas été condamnée par le président, par l'ex-président à l'époque, Trump. Et donc, si vous voulez, en termes de refus d'accepter les élections et en termes de censure et de manque de liberté de parole, je ne vois pas en quoi les États-Unis ont de quoi être fiers aujourd'hui. Alors Randy Yalouz vous répond. Est-ce que les Américains sont bien placés pour donner des leçons aux Européens? Bien sûr, parce que les Européens et aussi l'administration Biden ont censuré pendant 4 ans tous les camps de M. Trump et tous les électeurs pendant cette période. Ils ont laissé des personnes pendant des années en prison sans procès par rapport au 6 janvier. Ils ont également ils ont interféré dans les élections et vient d'enlever toutes les autorisations accès aux sécurités nationales aux 51 membres des services de renseignement parce qu'ils ont interféré dans les élections. Ils étaient reconnus que tout ce qui était, ils ont dit que les portables, ordinateurs portables de le jeune Biden n'étaient pas vrais, que c'était une désinformation de la part des Russes et ça s'appelait être une fausse information, c'était délibéré et M. Blinken était à la charge de cette opération. Donc aujourd'hui, ils ont censuré aussi toutes les réseaux sociaux aux États-Unis. Facebook, ils ont obligé Facebook, Twitter à censurer les Américains pour leur voix dissidente, sur plein de choses, et ils sont les chrétiens aux États-Unis. Aujourd'hui, Monsieur Vance a expliqué qu'aussi en Europe, on a des problèmes de persécution vis-à-vis des chrétiens. Il a expliqué également comment maintenant Monsieur Musk fait l'objet des poursuites et des enquêtes parce que lui, il s'exprime et il souhaite laisser plus de liberté sur son réseau social. Aujourd'hui, on voit l'Europe utilisé encore, c'est l'ingérence dans les affaires nationales comme en Roumanie. C'était clair. Justement, vous n'avez pas répondu. Vous parlez d'ingérence. Vous m'avez pas répondu. Vous êtes tous coupables de ne pas répondre aux déclarations de M. Berton et disons qu'il a eu raison d'interférer dans les élections roumaines. On va pas refaire l'affaire Thierry Breton. Thierry Breton a dit qu'on a fait annuler des élections parce qu'il y avait des ingérences russes. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas être d'accord vis-à-vis d'une opinion. Je voudrais qu'on avance parce que le temps file et je voudrais que tout le monde réagisse. Monsieur Randy Yalouz, on va pas refaire l'affaire avec Thierry Breton et Musk tous les soirs en plateau. J.D. Vance, il a rencontré hier la chef du parti d'extrême droite allemand AfD, donc en pleine campagne pour les législatives en Allemagne, il y a une semaine du scrutin. Il a dit, je le cite, à quoi la démocratie allemande ne peut survivre, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et leurs préoccupations ne méritent pas d'être prises en considération. Olaf Scholz a tout de suite réagi et il dit « De l'expérience du national-socialisme, les partis démocratiques en Allemagne ont tiré un consensus commun. C'est le mur pare-feu contre les partis d'extrême droite. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'ingérence? Vincent Crouzet, c'est un thème qui vous tient à cœur. Ah oui, alors moi je suis en colère. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que J.D. Vance, en fait, et je sais pas du tout ce que notre ami républicain, enfin notre ami... Pourquoi d'ailleurs J.D. Vance, il assume pas en fait sa rencontre avec
avec Madame Weidel hier. Pourquoi il n'y a pas de photo entre lui et elle? Pourquoi on ne le voit pas serrer la main de la patronne de l'AfD? C'est une question que je vous pose. Il a honte? Il a honte de cette relation-là avec cette néo-nazie? Randy Yalouz. Il y a 9835 tombes de soldats américains à col vide. Monsieur Vance, je vous explique. La question est plus importante. J'estime qu'ils souhaitent que les élections soient qu'ils font pas barrage. Je crois que la voie que l'AfD, que ce soit un pare-feu qui est mis en place, je crois que les Allemands de l'Allemagne de l'Est sont exprimés fortement en faveur de l'AfD, et je crois qu'il faut les entendre. Et quelque part, à nous aussi offrir d'autres choix électoraux dans chacun de nos pays de l'Europe pour dire quels sont les choix. J'estime que si c'est une démocratie, j'estime que la classe politique n'offre pas de choix réels et viables pour les Allemands. Et c'est pourquoi ces partis offrent autre chose. Peut-être c'est pas la meilleure chose. On va vous montrer un document. Il y a des choses critiquables, mais je vous explique avant de me critiquer. Je pense que peut-être vaut mieux regarder les choses clairement. C'est le deuxième parti le plus puissant de l'Allemagne, et il faut se poser des questions. C'est pourquoi ils sont devenus l'AfD, le parti le plus important après peut-être le parti principal aujourd'hui en pouvoir. C'est parce que les Allemands sont frustrés. Ils souffrent économiquement, ils souffrent socialement, ils souffrent d'une immigration clandestine qui nuit à toute la population. On a vu les attentats qui ont eu lieu. Mais justement, Randy Yalouz, la preuve, s'ils sont d'ailleurs assez hauts dans les sondages, c'est qu'ils ont la liberté de défendre leurs idées. Ce qui se passe, et cela. Qu'est-ce que vous pensez de l'affiche de l'AfD? Je sais pas si on l'a. De l'AfD qui résume tout en fait sur le côté néo-nazi quand même de ces gens-là. Parce que figurez-vous quand même qu'il y a. On va montrer l'affiche pour savoir de quoi vous parlez justement. On l'a fait sortir. Voilà. Qu'est-ce qui vous est dans l'affiche, Vincent Pouzet? Écoutez, alors là. C'est no comment, c'est même pas la peine de commenter. Là, on a une belle famille aryenne avec le salut nazi, et c'est l'affiche officielle de l'AfD. Je rappelle quand même qu'il y a 9835 tombes de soldats américains qui sont morts quand même le 6 juin 44. C'est au-dessus d'Omaha. On a eu cette année mémorielle qui les a consacrés, et ces gamins, ils sont morts pour rien, pour que le vice-président des États-Unis aille serrer la main de la patronne d'un tel parti. Enfin, c'est révoltant. Alors, je précise excusez-moi, je suis en colère. Bien sûr, mais je suppose que l'AfD n'assume pas cette affiche de salut nazi et explique peut-être que c'est la volonté de protéger la famille. Mais ils vont pas le dire. Mais ils vont pas le dire. Mais ils sont pas des imbéciles. Ils savent très bien qu'avoir le bras levé comme ça va faire se poser des questions. Donc ils vont dire mais non, mais c'est pas ça. Mais le message subliminal là, c'est quoi? Franchement, on regarde ça. Ce qui est, je trouve très intéressant aussi, c'est le logo de l'AfD. Le logo de l'AfD, regardez le F. Le F, c'est la copie exacte du F de Facebook. Pourquoi? Et puis cette petite flèche qui monte, c'est Amazon Prime, c'est Nike. Je dis pas ça pour faire de la philosophie sur les polices, mais là, il y a une volonté délibérée de justement de rendre sympathique, de rendre tout à fait bénin ce symbole de ces deux blonds aux yeux bleus qui lèvent la main droite pour protéger les enfants. Donc c'est Yves Doutrio. Oui. Non, votre analyse sur cette guerre idéologique déclarée publiquement. Alors, moi j'aime bien toujours faire des rapprochements sur le long terme. Allez-y, ça nous intéresse. La liberté d'expression, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est le premier amendement, c'est absolu. En Europe, dans la plupart de nos pays, et déjà depuis fort longtemps, la liberté d'expression, c'est un principe fondamental, mais dans certaines circonstances, la loi peut intervenir. Alors, la pédophilie, la lutte contre le terrorisme, la haine raciale, et donc il y a effectivement une différence, j'allais dire philosophique, entre les États-Unis et l'Europe. Simplement, ce qu'il faudrait dire à votre invité, c'est que en Europe, eh bien, c'est la loi européenne, et en matière de réseaux sociaux, donc nous avons le RGPD, etc., etc. Aux États-Unis, c'est leur affaire. Nous, on ne s'occupe pas de la loi américaine, mais que les Américains ne s'occupent pas de la loi européenne. Alors bien sûr, ça peut affecter, parce que nous savons que l'économie américaine est très numérisée et qu'elle domine le monde numérique. Donc tous les géants de la Silicon Valley sont affectés en Europe, mais seulement en Europe, dans les frontières internes de l'Europe, par les règles qu'on s'est données.
Et il faut qu'on fasse respecter nos règles. Ça s'appelle l'état de droit. En Europe, on applique le droit européen. Si les compagnies américaines ne veulent pas appliquer le droit européen en Europe, eh ben, elles peuvent faire l'objet de poursuites. Comme vous savez, il y a un certain nombre de poursuites conduites par la Commission européenne. Alors simplement un autre point sur les ingérences électorales venues de la désinformation de la Russie. Eh bien, il faut protéger nos systèmes démocratiques contre ces interférences, et c'est ce qu'a décidé la Cour suprême. Ce sont des juges en Roumanie. De la même manière qu'un rapport entre interpartisans au Sénat en 2018 ou 2019 a constaté qu'il y avait eu des ingérences électorales russes dans la campagne électorale de 2016. La réponse, l'explication est très claire, Randy Yaloz. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez entendu la démonstration implacable d'Yves Doutrillo. Merci d'avoir été là, Randy Yaloz. Une fracture irréparable entre l'Amérique et l'Europe? Après ce débat intense, une chose est claire, l'Occident n'est plus uni. L'Amérique et l'Europe, autrefois alliés stratégiques, s'affrontent aujourd'hui sur des visions du monde totalement opposées. D'un côté, les États-Unis prônent un retour aux valeurs traditionnelles et dénoncent un déclin moral en Europe. De l'autre, l'Europe refuse de se plier au diktat américain et revendique son propre modèle de société. Sommes-nous face à une rupture définitive entre ces deux blocs? Peut-on encore parler d'un Occident uni, ou assiste-t-on à l'émergence d'un monde multipolaire où chaque puissance devra redéfinir ses alliances? Et surtout, quelles seront les conséquences de ce clash idéologique sur la politique mondiale? Ce débat ne s'arrête pas ici. Il pose des questions fondamentales sur l'avenir des relations internationales. Réagissez en commentaire. L'Amérique et l'Europe peuvent-elles encore coexister, ou ce conflit marque-t-il la fin d'une époque? Aimez, partagez et abonnez-vous pour continuer à décrypter ensemble les grands bouleversements du monde actuel.